Comme il vous plaira, c'est une pièce que j'ai montée en 97 avec ma compagnie, mes camarades avec qui on avait créé la compagnie. Et je pense que c'était un bon choix. Sauf que j'étais pas prêt. Enfin, nous n'étions pas prêts, et moi le premier. Donc, j'ai eu l'impression de tourner autour de la pièce sans jamais pouvoir mettre le pied dedans. Après ce spectacle, on s'est tous séparés et j'ai compris beaucoup de choses à la suite de cet échec. Alors on dit souvent qu'on comprend plus de choses sur des échecs que sur les réussites. C'est pas toujours vrai, mais là ça a été très très vrai, quoi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'au niveau du texte et de mon rapport au texte, il fallait que j'aille beaucoup plus loin. Je sentais bien que dans cette pièce, il y avait un trésor et que souvent on y tournait autour, hein, et que même si on racontait plus ou moins l'histoire, au bout d'un moment, je trouvais que ça s'essoufflait, quoi. Et dernièrement, je me suis dit que là, j'étais prêt. Enfin, qu'on était prêt. D'abord parce que Cécile et Pierre-François avaient accepté de le jouer et que moi, j'étais peut-être prêt, enfin, c'est ce que je ressentais, j'étais prêt à retourner sur ce champ de bataille, quoi. Parce que c'est quand même un champ de bataille, hein, je dois dire. Arrêtez! Arrêtez! Non! J'implore votre grâce, je ne suis pas encore échauffé. Comment te sens-tu, Charles? Il ne peut plus parler, monseigneur. Toute la difficulté de la pièce, et c'est pour ça aussi qu'elle est peu montée, et c'est aussi pour ça qu'elle est difficile à monter, c'est qu'il n'y a pas d'intrigue. C'est-à-dire que l'intrigue, elle est sur le premier acte avec le château. Donc ce jeune duc qui a pris le trône de son frère aîné. Lâche-moi, tout dis-je! Quand il me plaira. Vous allez m'entendre. Mon père vous a chargé dans son testament de me donner une bonne éducation. Vous m'avez élevé comme un paysan, étouffant en moi toutes les vertus qui font un gentilhomme. Et puis on va se rendre compte qu'effectivement à un moment ça ne marche pas. Il y a l'intrigue avec le lutteur et puis il y a le bannissement dans la forêt. Sauf que dans la forêt, tout d'un coup, tout arrive. Ça se croise. On ne sait pas pourquoi ça se croise. Mais en tout cas, ça se croise. Et tout ça, à un moment donné, fait une fiction. En tout cas, on arrive à comprendre un petit peu ce voyage qui est au fond un voyage poétique. Je parlerai de vœux parjures entre les âmes des amis, mais sur les plus belles ramures, où quand la phrase se finit, je veux écrire Rosalinde. À la base, en fait, Shakespeare s'inspire et regarde un peu le Pétrarque et son mouvement, le pétrarchisme, un peu de biais. Et c'est un peu une critique à ce mouvement-là, en tout cas à ce poète. Pas à sa poésie, mais à ce que ça trimballe. C'est-à-dire qu'au fond, Shakespeare dit que l'amour, il n'est pas simplement mental. L'amour a besoin d'être vécu dans la chair et pas simplement imaginé à travers une poésie ou à travers une œuvre poétique. Et c'est pas parce que Pétrarque l'a fait avec l'or, puisque l'histoire de Pétrarque c'est ça, hein, il arrive en Avignon, il croise le regard d'une jeune femme, d'une jeune noble, et à partir de ce moment, il a le coup de foudre, il ne va plus jamais la revoir, et il va construire toute son œuvre poétique juste sur ce regard. Et Shakespeare, par la bouche de Rosalinde, justement, lui, fait cette critique sur cette question du coup de foudre qui reste dans l'imaginaire et qui reste mental. Il pousse Rosalinde et il pousse Orlando à développer comme ça l'argument de la chair à travers le coup de foudre. Bonheur à vous, ma chère Rosalinde. Il y a beaucoup de violence, en fait, surtout au début. Vous ne livrerez qu'un assaut. Je garantis à votre grâce que vous n'aurez pas besoin de l'inviter un second. Vous qui vouliez si fort me détourner du premier. Ne vous moquez pas de moi avant, vous vous moquerez tout à l'heure, mais allons-y.
Hercule t'apporte la victoire. Je voudrais être invisible pour attraper le robuste gaillard dans la jambe. Il faut qu'on entende qu'il y a quelque chose d'assez brutal dans cette cour. Et même si on ne la voit pas, il faut qu'on l'entende. Son animosité contre cette dame va bientôt éclater. Monsieur, portez-vous bien. Je vous suis très obligé. Adieu. Si vous tenez à savoir de moi quel homme je suis, et pourquoi, et comment, et où ce mouchoir fut taché de sang. De grâce, dites-le. Il y a quelque chose de très beau dans les animaux empaillés et en même temps très triste et même morbide, quoi. Et pour moi, c'était un peu, voilà, c'est ça la chasse en fait. Pauvre cerf, tu fais ton testament comme les hommes, donnant encore à qui a déjà trop. Puis, le voyant seul, délaissé et abandonné par ses amis au pelage de velours. C'est ainsi que la détresse s'isole du flot de la compagnie. Aussitôt, un troupeau insouciant, repu de sa pâture, à grands bonds le dépasse sans même s'arrêter pour le saluer. Oui, passez votre chemin. Toute mon idée était de me dire, mais au fond, c'est pas intéressant de tout montrer. Surtout que dans la pièce, il y a des scènes comme ça qui arrivent, qui sont assez courtes, qui nous font revenir au château, qui nous font repartir, etc. Et je me suis dit, bon, il y a des scènes qu'il faut traiter avec des micros, un peu comme à la radio, quoi. Donnez-moi votre main, Orlando. Que dites-vous, petite sœur? Je t'en prie, Marie-nous. Je ne connais pas la formule. Vous devez commencer par voulez-vous, Orlando. Ah d'accord, voulez-vous, Orlando, prendre pour femme Rosalinde ici présent? Je le veux. Oui, mais quand? Mais tout de suite, dès qu'elle pourra nous marier. Alors vous devez dire, Rosalinde, je te prends pour femme. Rosalinde, je te prends pour femme. Je pourrais vous demander ce qui vous y autorise, mais n'importe. Orlando, je te prends pour mari. Voilà une fiancée qui devance le prêtre. Et assurément, les pensées d'une femme courent devant ses actions. Ainsi font toutes les pensées, elles ont des ailes. Maintenant, dites-moi, combien de temps vous la désirez après l'avoir possédée? Toujours plus un jour. Pratiquement tous les spectacles sont avec des micros. Et je me suis rendu compte que le micro est l'objet du théâtre contemporain. Et même plus que ça, quoi. C'est-à-dire que le micro est même, pour moi, presque le symbole du libéralisme contemporain dans le théâtre aujourd'hui. Il se trouve qu'avec le micro, tout d'un coup, ça remet tout le monde au même endroit. Et surtout, ça donne un son particulier, c'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus obligé de porter la voix, etc., etc. Et donc, cet outil devient un son, permet un son, entre guillemets, contemporain, dit moderne, quoi. Si jamais, et ce jamais peut être proche, vous rencontrez un jour, dans un visage nouveau, la puissance du désir, alors vous connaîtrez les blessures invisibles que font les flèches acérées de l'amour. Mais jusqu'à ce temps-là, ne t'approche pas de moi. Et quand ce temps viendra, crible-moi de tes moqueries. Ne me plains pas, car jusqu'à ce temps-là, je ne te plaindrai pas. Et pourquoi? Je vous prie. Qui était votre mère pour insulter, exulter du même souffle de voix aux dépens des malheureux? Le fait de poser le micro par terre et d'inscrire non plus le micro comme un peu une voix off ou quelque chose de off, mais plutôt quelque chose qui participe à l'histoire et qui est un élément pur de l'histoire et de la forme, tout d'un coup, ça a donné cette espèce de grammaire autour du son et des micros.
j'aime la dimension au théâtre. J'aime me dire qu'au fond, le théâtre, c'est plus que vrai, quoi. J'aime me dire que le théâtre, on ment vraiment, quoi. On ment pour de vrai, en vivant les choses puissamment et pas réellement.